Bonjour à tous, donc Lionel Pellissère, je suis cofondateur de Fee Advisor Valcan, qui est une société de recherche et en même temps une fintech, donc qui est basée sur une application quantitative et qui utilise également l'IA plutôt en termes d'analyse qu'en black box. Voilà. Gilles Bazissière, Equity GPS, on est une société de recherche qui fabrique et publie des ratings valeur par valeur sur le marché mondial des actions. On utilise beaucoup de données, mais pas l'intelligence artificielle et pas encore non plus l'intelligence artificielle générative. Et j'expliquerai en quelques mots pourquoi. Bien. François Dotefeuille, Everis Quant Research. Donc, on développe des algorithmes pour faire l'analyse financière sur les actions et aussi en allocation d'actifs pour rechercher des constructions de portefeuille à la gestion du risque en value at risk. Bien, alors maintenant, en deux phrases, hein, encore une fois, tentative de définition. Qui veut commencer? Ah bon, alors. Pardon, il y a un petit support, ça tombe bien. Donc François a préparé un petit support qui va peut-être pas tarder à arriver. Oui, allez-y, assez rapidement, je m'excuse de vous embêter. Donc, je pense que la définition générique de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment le test de Turing. Donc Turing, vous savez, il y a eu la conférence sur l'intelligence artificielle organisée par les Anglais dans l'endroit où il a découvert l'Enigma. Et le test de Turing, il est à la fois extrêmement simple et extrêmement puissant, puisqu'il dit qu'en fait, ce qui définit l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'un humain n'est pas capable de reconnaître si en face de lui, il parle à une machine ou à un humain. Et c'est vraiment, je pense que ça englobe ensuite toutes les applications de l'intelligence artificielle, y compris ChatGPT, mais aussi dans le marketing, dans la vision, etc. Donc, je vais montrer le slide d'après. Donc là, on a un exemple. Vous voyez, on a un portefeuille action généré par une machine et un portefeuille action généré par un humain en gestion classique. Et c'est absolument impossible pour un humain de savoir lequel des deux a été généré par la machine ou non. Et donc je pense que c'est la preuve que et ça introduit ensuite le deuxième concept sur lequel Gilles va parler tout à l'heure, qui est en fait la notion de langage. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est directement lié au langage. C'est-à-dire, en fait, c'est une mathématisation du langage. Et je pense que c'est un thème sur lequel on pourra parler après. C'est le sujet. Gilles, justement. Oui, volontiers. Donc en fait, si on restreint le sujet à l'intelligence artificielle générative, par opposition à l'intelligence artificielle entre guillemets profonde, qui était quand même le sujet de ces moratoires au niveau international et ces grandes discussions entre grandes puissances, avec derrière bien sûr la problématique de gestion par les humains des sujets géostratégiques et notamment en termes de gestion des conflits. Donc, ce qui n'est pas notre sujet là. Et si on parle simplement de l'intelligence artificielle générative, plus près. Ce qui est déjà un gros sujet, Bill Gates aime dire que pour lui, c'est une révolution et c'est le deuxième phénomène le plus important qu'il ait jamais connu, lui, depuis l'invention. Le premier étant l'invention de l'interface graphique entre hommes et machines. Donc l'intelligence artificielle générative, si on accepte de dire que c'est une construction marketing très américaine, avec une terminologie très séduisante, qui a été inventée dans sa terminologie dans les années 50, avec une terminologie très favorable pour obtenir des financements, à la fois de la part des États au départ, et puis ensuite petit à petit des entreprises ou des privés. Eh bien, à la base, et derrière l'intelligence artificielle, entre guillemets, qui fait rêver, derrière, il y a des modèles de langage statistique. Et donc, quand on remplace intelligence artificielle par modèle de langage statistique, on comprend un tout petit peu mieux l'intérêt de la chose, mais également ses limitations éventuelles. Oui, c'est l'anthropologie. Est-ce que c'est le langage qui a créé l'homme, etc. mais on y retrouve tout. Bon, Lionel, pardon. Et donc pour finir sur les définitions. Donc sur l'intelligence donc générative, l'IA générative, en fait, ce qui fait le succès d'un ChatGPT ou d'un Bard, c'est en fait le fait qu'on dispose aujourd'hui de bases de données d'une dimension gigantesque
Et en même temps que le langage humain, c'est effectivement un modèle fini, on est à quelques dizaines de milliers de mots, et d'autre part, des algorithmes qui sont basés sur des réseaux de neurones qui permettent d'avoir une capacité contextuelle très importante, donc on appelle ça des transformers, et en fait, ils se comportent comme l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'ils vont analyser des structures de phrases en se focalisant sur quelques mots, et ils vont extrapoler, ce qui rejoint le modèle statistique qu'expliquait Gilles, et on appelle ça, donc c'est un système d'attention, c'est un mécanisme d'attention de se focaliser sur quelques mots et d'extrapoler ensuite par le modèle. On reste quand même au langage, donc tout de même. Bien, est-ce qu'on peut, pour prendre le chapitre intelligence artificielle générative et analyse financière, donc outil d'aide, apport à la gestion comme outil d'aide ou outil défini, etc. L'analyse des faits, l'analyse l'interprétation. Alors, sur la partie analyse financière, c'est vrai que l'IA générative va permettre la rédaction de rapports automatiques. Ça va automatiser un certain nombre de tâches de l'analyste, y compris tous les sujets de valorisation, donc un DCF automatique, les comparables, la capacité de comparer avec beaucoup de données en fait, sur des régions, sur des segments, et d'avoir des analyses en fait, factuelles. Par contre, l'extrapolation, ça restera toujours le sujet de l'analyste. C'est-à-dire que autant l'IA est un sujet d'interpolation, d'un sujet d'analyse des relations entre les données dans un modèle fini, autant l'extrapolation sort du modèle fini par définition. Et là, c'est la subjectivité de l'analyste qui fera la différence. L'un ou l'autre. En analyse financière, je pense que l'IA a un intérêt énorme pour les valeurs d'hypercroissance. On a des grandes discussions, vous savez, sur les modèles discount cash flow, etc., les approches value. Et moi, à mon avis, le grand challenge actuellement, c'est de trouver des modèles de valorisation sur des entreprises comme Nvidia, Microsoft ou Tesla, qui ont des taux de croissance entre 20 et 30%. Et là, je pense qu'on est très dépassé sur les modèles classiques parce qu'en fait, on est vraiment sur justement des valorisations stochastiques dont parlait Gilles Bazir-Cyr. Et là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui peut donner des outils pour identifier ces valeurs. Donc, par exemple, typiquement, moi, mes algos avaient vu la hausse de Nvidia au début de l'année, alors qu'il y a beaucoup d'analystes qui auraient trouvé que les ratios financiers sur Nvidia étaient beaucoup trop élevés. Gilles ? Nous, à ce stade, aucun de nos clients n'a mis de souhait ou d'intérêt à ce que nous utilisions dans nos ratings et dans les modèles d'établissement des ratings de l'intelligence artificielle, générative ou pas. On sera ravis, on est enthousiaste à l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle générative sous forme d'assistant virtuel qui fera gagner beaucoup de temps sur des tâches habituelles, générales, et pas spécifiques à l'analyse financière en particulier. Donc ça, cette perspective est absolument fantastique. Mais dans l'établissement de nos ratings, la compréhension de ces ratings et également l'explication, enfin l'échange avec nos clients et nos fournisseurs également indirectement, de comment sont établis nos ratings, quelle est leur pertinence, leur absence de pertinence, etc., ou éventuellement leur évolution, si jamais on les fait évoluer dans le temps, ce qui n'est pas un projet encore actuellement. Et bien là, a priori, on souhaitera rester sur des choses qui soient maîtrisées, maîtrisables, parfaitement compréhensibles et dont on puisse expliquer l'évolution de façon très claire. Il est important pour nous de savoir, de garder la maîtrise et de savoir expliquer pourquoi nos ratings sont ce qu'ils sont et comment ils évoluent. Oui, Lionel. Oui, alors pour FiAdvisor, Valcan, nous ce qu'on fait, c'est on a une stratégie qui est plus une stratégie de suivi de tendance. Et on va utiliser en fait l'IA pour analyser des séquences de marché, mais pas en black box. C'est-à-dire que évidemment l'IA donne des possibilités infinies de trouver des patterns dans le marché, mais par contre ce qu'on appelle en live, c'est dangereux parce qu'on peut à un moment donné sortir de route. Et nous, on préfère effectivement rester sur un modèle algorithmique quantitatif classique, quitte à ensuite augmenter finalement notre connaissance sur les phases de marché passées en créant de nouveaux scores, en créant de nouveaux algorithmes, ou éventuellement en tenant compte de l'évolution des paramètres. La question, c'est quand même la source. C'est est-ce que vous dites ça c'est le jus de mon crâne ou ça c'est le jus d'une machine? Est-ce que votre client, ça l'intéresse de savoir différencier ça?
En réalité, finalement, nous, on va prendre en compte en fait différents inputs. Ça va être les prix qui sont disponibles sur le marché, mais c'est aussi les fondamentaux des entreprises. Et ensuite, on va tirer des conséquences de ce que les flux nous montrent. Donc vous allez bien dire que c'est vous. La partie recherche, c'est-à-dire de dire finalement. Donc vous dites comme Gilles, c'est quand même moi, quoi qu'il arrive. Moi j'ai une question pour François. Vous dites l'IA nous permet de justifier des ratios d'évaluation qu'on ne pourrait pas justifier autrement. Est-ce qu'on ne fait pas une fois de plus l'équation à l'envers, comme quand les Japonaises faisaient 100 fois, on disait ça peut se justifier jusqu'au moment où ça a explosé. Est-ce que l'IA, justement, elle n'a pas ce biais-là de confirmer ce qui existe? Oui, mais ça, c'est vraiment un grand débat des philosophiques entre la value et le prix. Et je pense que si on ne prend pas Nvidia, c'est un bon exemple, ou Tesla, en fait, on est sur des cash flows qui sont tellement probabilistiques, puisque personne ne sait l'évolution à la fois réglementaire, le comportement des consommateurs, la diffusion de l'innovation technologique dans le marché, la réaction des concurrents. Donc on est sur des modèles de cash flow qui sont extrêmement aléatoires. Et moi, ma conviction profonde, c'est que c'est l'intelligence collective du marché qui peut définir le prix et la valeur, et non pas l'inverse. Et c'est pour ça, et c'est là où l'intelligence artificielle est aussi puissante, puisqu'elle permet de donner des signes qu'un analyste financier n'identifie pas forcément. Ensuite, évidemment, on retombe sur des analyses financières classiques en essayant de valider en fait ce que l'intelligence artificielle a trouvé. Donc c'est tout le rapport entre la conduite assistée d'une Tesla et le chauffeur qui garde le contrôle évidemment de la voiture. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas, donc ça nous amène aussi à l'IA et la gestion, est-ce qu'il n'y a pas un risque de concentration? C'est-à-dire que déjà les marchés financiers, leur principe c'est d'être moutonnier. Est-ce que ça ne renforce pas le côté moutonnier ou le côté il y a une vérité? Gilles par exemple. Qu'il existe un risque, c'est possible. Est-ce que ça le renforce, c'est ça? Je ne pense pas, parce que, encore une fois, si on identifie le caractère de modélisation et probabiliste de l'intelligence artificielle générative, on comprend qu'elle puisse contribuer et aider à améliorer améliorer de façon gigantesque la productivité sur des tâches, mais sur des tâches qui ne sont pas fonctionnellement importantes dans le métier de l'analyse financière. Ça peut être des tâches de communication, des tâches d'explication, des tâches de constitution de bases de données internes à une entreprise. Je me souviens quand j'ai commencé dans cette activité, on avait un service de documentation. Oui, et quand on avait une question, un sujet à creuser, etc., et c'est par nature sans fin, on allait s'adresser au service de documentation. Le lendemain, si on avait de la chance, on avait une pile de dossiers qui tombait sur le bureau, à peine synthétisé par le ou la documentaliste. Et puis ensuite, il fallait bosser, intégrer l'information, etc., etc. Là, il est certain qu'un assistant virtuel professionnel à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle de silos au sein de cette entreprise, à l'échelle individuelle au niveau professionnel, et puis à l'échelle individuelle au niveau personnel, bien évidemment, également, sachant qu'on peut avoir des fusions et des interactions entre ces différents assistants artificiels et virtuels, assistants virtuels que prévoit Bill Gates d'ici 2 ou 3 ans pour tirer la substantifique moelle en termes de productivité de l'intelligence artificielle générative. Tout ça, ça sera très utile, évidemment. Mais dans l'identification des valeurs à privilégier dans un portefeuille, en fonction des caractéristiques de ce portefeuille, de ses objectifs, du risque, et de tout autre, d'un grand nombre de paramètres d'optimisation à des fins d'apporter un conseil le plus efficace possible à un client, investisseur, asset owner ou éventuellement asset manager également, qui lui a ses clients asset owner de son côté. Là, j'ai du mal à voir
en quoi les progrès fantastiques qui seront permis par l'intelligence artificielle générative aideront en quoi que ce soit. Parce qu'il me semble que l'important, c'est quand même qu'on continue d'avoir des caractères explicatifs, de compréhension parfaits entre ses clients et les fournisseurs. Vous avez fait un peu la transition. Justement, intelligence artificielle générative et gestion. Donc effectivement, c'est voiture sans chauffeur ou voiture avec un chauffeur à qui on donne des renseignements. Qu'est-ce qui veut se lancer là-dessus ? Oui, alors pour ce qui concerne la stratégie de FeeAdvisor, il y a toujours un pilote dans l'avion, même si on se sert énormément de la technique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IA doit être vue comme effectivement un outil puissant, mais qui ne peut pas être laissé seul en live, parce qu'effectivement, on va avoir à très court terme des fois des facteurs qui vont pas forcément être pertinents et qui vont être très très perturbants. Simplement juste pour revenir sur les propos précédents, en fait, il y a beaucoup de stratégies différentes avec l'IA. Il y a des hedge funds qui vont avoir des stratégies à la minute et d'essayer de trouver des multiples corrélations qui vont avoir une validité de quelques secondes ou de quelques heures. Il va y avoir des stratégies très long terme qui vont être basées sur des choses très différentes en termes d'input. Il va y avoir des stratégies basées sur l'ESG, donc avec des inputs encore différents. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une stratégie avec l'IA, il y a des multiples stratégies. Et en fait, les gérants qui auront plutôt un penchant pour la value, pour le fondamental, pourront utiliser l'IA avec que des inputs, finalement, liés au fondamental. Ceux qui sont plus momentum auront évidemment plus tendance à regarder les patterns de prix, mais pareil, les horizons de temps et les objectifs en termes de drawdown, en termes de volatilité, en termes de risque, peuvent être très très différents d'une gestion à l'autre. Donc on n'aura pas forcément de concentration sur des mêmes stratégies. En revanche, on pourra avoir plus de faux signaux, pour avoir plus de faux départs. François ? Oui, moi, il y a une phrase de Paul Valéry que j'adore, et il avait dit il y a très longtemps déjà, que tout homme tente à devenir machine, et c'est la machine qui peut devenir animal. Donc en fait, pour répondre sur le comportement moutonnier, je pense qu'on a donc une grande standardisation des processus de gestion. On a tous les analyses financiers des modèles qui sont très, très puissants, discount cash flow, etc. Ensuite, les mathématiques, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est simplement un langage. Et la grande innovation qu'on a là depuis quelques temps, c'est que NVIDIA a trouvé des moyens d'accélérer énormément les processus d'analyse de données qu'on va pouvoir modéliser à partir des mathématiques. Et donc ça répond au problème moutonnier, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura la même diversité dans les modèles mathématiques d'IA qu'il y a actuellement des diversités chez les analystes financiers. Et donc, comment est-ce que vous, les uns ou les autres, vous arrivez à expliquer, c'est pas une boîte noire, alors que déjà, quand on fait de l'analyse quantitative, quand on fait des ratios, le client dit qu'est-ce que tu m'envoies. Comment est-ce que vous pouvez expliquer, sachant que ça va se généraliser forcément avec l'IA, le côté non boîte noire, le côté il y a comme un pilote dans l'avion. Gilles, tu veux Comment tu peux le montrer, quoi ? C'est ça que je... Oui, alors l'intérêt d'utiliser l'informatique qui est utilisée depuis des dizaines d'années dans nos métiers, avec un nombre de données, une quantité de traitement de ces données très, très élevée, ça, c'est pas neuf et c'est utile pour simplifier la réalité. Si on accepte le fait que la réalité est complexe, qu'il est utile de simplifier la réalité et de modéliser pour industrialiser des processus, pour être plus efficace, ça, c'est déjà quelque chose qui est établi. Dans notre cas, par exemple, chaque nuit, on download plus de 300 millions d'informations unitaires, économiques et financières. On fait à peu près une trentaine de milliards de calculs et on restitue notre vision sur les perspectives d'évolution boursière de 95% de la capitalisation boursière mondiale à nos clients, possiblement chaque jour,
Mais dans la réalité, alors on le fait chaque jour, bien évidemment, pour avoir toujours l'information fraîche, mais nos clients l'observent, l'intègrent à des fréquences qui sont les leurs et qui sont bien évidemment pas du tout, pour la plupart, quotidiennes. Nos clients sont des clients à des investisseurs institutionnels ou des asset managers, je dirais fondamentaux, qui sont caractérisés par un faible turnover en règle générale. Donc, là, j'ai deux... Et donc ce que je veux dire par là, c'est que on utilise déjà des capacités de données et de calcul qui sont phénoménales, et tous les 2 ans d'ailleurs on améliore nos process, on change nos machines, on augmente la capacité de telle façon à être encore plus efficient là en la matière. Et ça n'a pas grand chose à voir avec l'intelligence artificielle. Pas grand chose à voir avec l'intelligence artificielle générative, et nous à ce stade on continue d'être assez attachés au fait qu'on puisse expliquer l'output, nos outputs quotidiens, et plutôt que d'aller imaginer que de pouvoir être commercialement efficace en disant voilà, j'ai une boîte noire, elle donne ça, veuillez vous abonner à nos services. Voilà. Alors est-ce que vous êtes plutôt des statisticiens de la gestion quant, mais est-ce que l'IA c'est l'ultime de la gestion passive? Qu'est-ce qui veut se lancer là-dessus? Pour moi, l'IA, ce n'est pas de la gestion passive, justement, c'est de la gestion active. C'est la mathématisation d'un processus de gérant actif. Donc, en fait, en philosophie, on dit toujours que les mathématiques, c'est le langage ultime. Hein. C'est la plus belle langue qui existe, qui est créée par les humains, c'est les mathématiques. La finance, c'est aussi un langage. On sait tous que les marchés financiers nous donnent des informations sur l'économie réelle. Et donc, en fait, moi, je dis toujours, l'intelligence artificielle, c'est traduire du chinois dans une autre langue très compliquée. C'est-à-dire que c'est en fait un processus de traduction d'un langage que nous utilisons déjà, donc qui est l'analyse financière, dans un autre langage qui est très compliqué, qui est les mathématiques. Ok. Rien de plus. Pardon. Oui, je pense aussi que c'est plus un outil pour la gestion active, dans le sens où elle va permettre une meilleure compréhension en fait, des données disponibles. Et elle est aussi utile dans un système paramétrique, c'est-à-dire que dans un système algorithmique classique avec des paramètres, des arbres de décision logique, etc., on va pouvoir déconstruire les recommandations, si on prend le temps de le faire. En revanche, les paramètres peuvent être issus de l'IA, ils peuvent être optimisés par l'IA. Et ça ne vous empêchera pas de pouvoir savoir où on va, effectivement, plutôt que de l'utiliser comme une black box. Bien. Alors, dernier point, on va essayer de laisser la place à 2-3 questions. Dernier point, intelligence artificielle et organisation dans nos métiers. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de gains de productivité, comme le disait Gilles, et ça veut dire est-ce que des gains de productivité où et comment, et donc effectivement, est-ce que les clients seront sensibles? Bon, ils veulent de l'alpha, ils veulent du prix. Et ils ne veulent pas le payer trop cher, mais est-ce que les clients seront sensibles à ça? Donc voilà, sur l'organisation de l'analyse financière. Pour moi, oui. Il est clair qu'en ayant des processus internes plus productifs, que ce soit de la communication interne, la gestion de projet, que ce soit la culture propre à une entreprise, qui est une sédimentation historique de très importante. Aller l'objectiver avec des assistants virtuels que l'intelligence artificielle générative va permettre de générer, d'utiliser à des conditions économiques intéressantes, quand ça sera le cas, là, il est évident que nous, on aura un intérêt pour ce faire, sachant que cet intérêt-là, il servira à intégrer des nouveaux venus, à former un stagiaire en moins de temps humain en le
laissant au contact de ces assistants virtuels. Et que ça pourra être aussi dans une autre activité que la nôtre, par exemple, des activités plus grand public, ça peut être tout simplement des interfaces de vente. Et donc de communication adaptée. Mais en tout cas, pour notre activité, oui, nous, on est enthousiastes à cette perspective-là. Mais c'est une perspective qui ne va influer seulement sur nos processus internes. Bien. Lionel. Alors, d'un point de vue de l'analyse quantitative, ça va avoir un impact en fait sur la productivité de l'IT, puisqu'on voit que, par exemple, rien que ChatGPT, ça permet des gains de productivité considérables en traitant le code et en analysant le code, ce qui fait que le besoin en informaticien va diminuer. C'est d'abord les informaticiens. Oui, parce qu'en fait, là, il y a des gains de productivité considérables en termes de contrôle de code, même de création de code. Le deuxième point sur l'analyse financière classique, il va probablement y avoir un déplacement, puisqu'il y a une partie de ce que fait aujourd'hui l'analyse qui sera peut-être une commodité, c'est-à-dire toute la partie, on va dire, analyse factuelle des chiffres trimestriels, même l'analyse du rapport annuel, aujourd'hui avec le traitement du langage, en associant des mots positifs, négatifs sur une conférence call, on est capable de dire finalement si la tonalité était plutôt positive ou négative. Donc tout ça, ça va venir effectivement prendre une partie du job de l'analyste actuel qui va déplacer sa valeur ajoutée vers peut-être des choses plus subjectives, plus de l'extrapolation, donc juger des stratégies, juger des managements, juger des produits aussi. Donc probablement un changement dans la nature même du métier de l'analyste, mais pas son remplacement. François ? Moi j'aime bien citer la loi de Say, je trouve... on oublie souvent, qui est de dire que toute offre crée sa propre demande. Donc il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur l'impact de l'intelligence artificielle pour remplacer l'humain par la machine et donc l'impact négatif que ça aura en termes d'emploi. Mais en fait, sous Napoléon avait compris que la technologie, au lieu d'appauvrir l'humain, elle l'enrichit. Et je pense qu'en termes concrets, les analystes financiers, l'intelligence artificielle leur fera un outil extrêmement puissant pour qu'ensuite ils puissent focaliser leur intelligence sur les entreprises les plus intéressantes en termes d'allocation d'actifs et les plus difficiles à valoriser. Oui, mais il y a quelque chose que vous avez dit, l'un ou l'autre d'ailleurs, sur le fait qu'on va former plus rapidement le junior, qu'on va finalement avoir une documentation qui va être très multipliée. Dans la formation du junior, il y a le fait de faire soi-même l'analyse des rapports annuels, de faire soi-même le tableau pluriannuel des flux, etc. Et ce que nous en parlions avec Eric, ce qui veut dire que quand un chiffre tombe, je sais l'interpréter tout à fait différemment de la machine. Est-ce que c'est pas finalement ce biais, c'est que la formation des nouveaux, s'il est totalement, en fait, il y a une partie qui sera pas donnée. Vous n'avez pas ce sentiment-là ? Pas vraiment, parce que on voit bien dans toutes ces évolutions technologiques, en fait, les processus cognitifs humains se sédimentent en fait. Et on utilise la machine de façon de plus en plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas quand même, si votre voiture conduit pour vous, il y a un jour où vous ne savez plus conduire du tout. Non, mais justement, alors, oui, mais si on pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde, oui, bien sûr. Reste que, il restera, ça sera quand même toujours un avantage compétitif de savoir reprendre le volant le cas où, ne serait-ce que quand vous voyagez dans des pays où il n'y a pas de conduite automatique, que vous utilisez votre voiture de 25 ans parce que vous êtes toujours d'un ami pour juste l'essayer. Et je dirais c'est la merveille de l'évolution et du progrès humain. C'est le fait qu'on arrive à augmenter la productivité de certains sous-processus, mais reste toujours la question de les assembler, de faire du sens, de savoir les communiquer, de savoir les mettre en valeur pour autant qu'ils aient une valeur, identifier cette valeur. Et ça, à ce stade, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ça peut pas être traité par de l'intelligence artificielle générative à ce stade. C'est très optimiste, mais effectivement, ce que tu dis, ça va nous faire de nouveaux métiers ou ça va faire une nouvelle offre. Donc c'est pas forcément une économie, c'est plus des gains de productivité qu'une économie. Ça, vous êtes tous d'accord là-dessus ?
Et si on accepte de dire que la maîtrise de ces avancées technologiques en règle générale peut améliorer des processus, eh bien je dirais que dans une situation concurrentielle, les analystes financiers, les sociétés de recherche, comme les sociétés de gestion, sont dans un environnement concurrentiel par nature. Eh bien, on pourra passer peut-être plus de temps chez ses clients. On pourra passer peut-être plus de temps à gérer des projets internes d'amélioration des processus, ou des projets réglementaires, ou des projets organisationnels. Plus de temps passé en interne à faire de la gestion, du management d'humain. Voilà, donc après, ça sera aux entreprises de choisir soit objectivement, soit de subir, je dirais, l'évolution du temps qu'elles voudront passer entre gain de productivité et d'efficacité d'une part, et plus de temps disponible pour faire autre chose. Okay. Bien, voilà qui est optimiste. On a peut-être le temps de passer 2-3 questions. Voilà, monsieur est au fond. Je vais venir. Oula. Je vais faire l'hôtesse. Merci. Warren Buffett a l'habitude de dire que la gestion, c'est acheter à 50 cents une action qui vaut $1. Tous vos outils d'aide à la gestion sont utiles. Je connais ni Equity GPS ni Evarist, mais il m'arrive de regarder un peu FeeAdvisor. En fait, c'est des outils d'analyse du momentum, d'analyse des flux. Et en fait, en fonction de ces flux et de l'accélération du momentum, vous donnez l'input d'achat, mais à un niveau qui n'est pas de 50 cents, qui est plutôt celui de 85 cents, pour reprendre l'image de départ. Et donc, du coup, est-ce que finalement, ces outils ne sont pas des outils qui veulent, je dirais, accélérer le temps, puisque l'impatience est malheureusement le grand défaut de tous nos contemporains, et ne pas se donner du temps au temps, c'est quand même ça d'abord la gestion. Oui, alors pour répondre à votre question, en fait, ça permet aussi de détecter des nouvelles tendances sur des thématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on identifie très tôt des nouvelles thématiques. Donc, évidemment, l'IA, c'était assez très tôt détecté chez nous avec des sociétés comme Nvidia, Palantir, dès le démarrage en fait du momentum. Et vous avez raison, peut-être qu'effectivement, nous, on va pas, notre stratégie, la stratégie qu'on propose, c'est pas d'investir au plus bas. C'est d'investir une fois qu'il y a un vrai flux acheteur sur le titre, qui en général est justifié un peu plus tard par du fondamental. Et en général, c'est des trades très longs, donc on ne fait pas preuve d'impatience, puisqu'on a, selon les stratégies, des trades qui durent en moyenne entre 8 mois, mais qui peuvent durer 24 mois ou 30 mois. Donc par exemple, Nvidia, c'est un signal d'achat pour nous qui remonte à octobre 2022, donc ça fait plus d'un an qu'on est à l'achat sur le titre, on n'est pas sorti depuis. Donc on sait, enfin le système est un système quand même avec un horizon de gestion, même si effectivement on ne recherche pas les plus bas, parce que les plus bas, ça implique qu'effectivement on n'a pas toute l'information disponible. Le marché reflète toute l'information disponible, on part de ce postulat-là. Et en général, quand on a des flux vendeurs, on a souvent des mauvaises surprises. Worldline récemment, nous on était à la vente depuis longtemps, Alstom, etc. Et c'est notre stratégie. Mais aussi la question de la concentration qu'on posait quand même. Oui, moi je pense qu'il faut revenir à la phrase de Warren Buffett, c'est price is what you get, price is what you pay, value is what you get. Donc la question fondamentale c'est value is what you get. Est-ce que la value, il n'y a qu'un analyste financier qui peut le définir, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi partir de ce que j'appelle moi l'intelligence collective du marché pour définir la value, et surtout sur des valeurs hyper grosses comme Nvidia, Microsoft, Tesla, sur lesquelles en fait les discount cash flow futurs sont totalement stochastiques. Et c'est là où je pense que l'intelligence artificielle, comme je disais, offre une puissance énorme. Et c'est bien plus que du momentum. Hein. Il y a bien d'autres aspects. C'est en fait une mathématisation de l'ensemble de l'analyse financière. Donc le momentum n'est qu'un tout petit aspect de cette analyse. Bonjour. J'ai une question que je me pose depuis pas mal de temps sur l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à innover. Étant donné que le principe de l'intelligence artificielle est quand même de se former sur des patterns déjà observés, déjà existants, donc sur quelque chose de déjà vécu, quid de l'innovation, et notamment donc dans l'analyse fondamentale, etc.
Voilà, c'est une question laquelle j'aimerais bien avoir votre avis. Non, vous avez raison, c'est très intéressant cette problématique. C'est à partir du moment où on parle d'intelligence artificielle générative comme étant de très grands modèles de langage statistique, et bien, si on réduit ça à, je dirais, un schéma, à quelque chose de simpliste en analyse financière, une recommandation, par exemple. Donc, on va demander à un langage statistique ayant une vocation d'ailleurs holistique, c'est-à-dire qui est supposée être programmé par des humains encore, quand même, pour aller chercher le plus d'informations possible et les traiter d'une certaine façon, même si ça peut devenir une black box à la fin, eh bien, si, vous aurez une réponse probabiliste, en effet, très probablement. Et donc là, on voit bien le désavantage compétitif qu'un langage probabiliste va avoir par rapport à un être humain ou un groupe d'êtres humains, un comité d'investissement, qui passera du temps aux arguments, qui repassera en revue, qui challengera les arguments, qui se posera la question de savoir est-ce que le contexte est toujours bon pour tel ou tel raisonnement. Et cette capacité humaine de trouver des voies, d'être, je dirais, non consensuelle, par définition, l'intelligence artificielle générative va nous amener vers le consensuel. Et le consensuel en gestion, c'est souvent de l'eau tiède. C'est l'ennemi. Et dans ce cas-là, il vaut beaucoup mieux, en effet, faire du passif, identifier son allocation d'actifs très précisément au départ, identifier son évolution d'ailleurs, souhaitable, par rapport à ses besoins, et ensuite coller à ça sans dépenser d'effets Joule, sans dépenser de commission et sans dépenser de temps inutile à se poser des problèmes qui vous amènent à sous-performer. Mais donc voilà, c'était pour faire le lien peut-être entre votre question et puis le débat sur le passif. Y a-t-il une autre question? Oui. Merci. Moi, j'ai une question un peu plus philosophique. Déjà, il y a des éléments positifs dans l'intelligence artificielle telle que vous la présentez. Moi, il y a un élément qui m'inquiète, c'est de confier la formation à une machine, parce que rien ne vaut le contact humain. Et je m'interroge aussi sur, disons, l'encadrement de l'intelligence artificielle, parce que là, quand je vous écoutais, ça m'a fait penser à un film que j'ai plutôt beaucoup aimé, qui s'appelle 2001 Odyssée de l'espace. Et Ed, il faut quand même le bordel. C'est gentiment dit. Gilles? Bien évidemment, mais là, je pense que le domaine, c'est plus l'intelligence artificielle profonde. Là, qui est un vrai sujet de société culturelle, avec des ramifications extrêmement importantes, et où on aurait la prétention d'avoir une espèce des systèmes omniscients généraux dans tous les domaines. Là, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'est pas certain que ça puisse jamais exister. Et c'est pour ça que j'aime bien ramener le sujet à l'intelligence artificielle générative, qui s'appelle aussi intelligence artificielle pour des raisons marketing. J'aime bien le répéter également, et culturelle. Aux États-Unis, pour faire rêver les gens et les faire bouger d'ailleurs, c'est parce que ça a aussi une incidence performatrice. Quand on utilise des terminologies intéressantes, attractives, ça permet aux gens qui travaillent dans ces projets-là de se lever le matin et d'avoir l'impression de changer le monde. Mais en tant qu'Européen, j'aurais tendance à appeler ça plutôt Very Large Language Model, donc un langage statistique. Et là, encore une fois, on voit les limitations de la chose, mais également son intérêt. Bien évidemment. Mais je pense que votre question est
plus du domaine de l'intelligence artificielle profonde, qui me paraît être un autre débat, mais très intéressant. Oui. Là-dessus, je pense que le vrai problème, c'est dans les applications militaires de l'intelligence artificielle. J'ai des amis qui travaillent dans ce domaine. Là, c'est clair que le jour où les missiles seront drivés par l'intelligence artificielle, il peut y avoir le problème dont vous parlez. En finance, je pense qu'un mauvais gérant qui utilise les mauvais modèles d'intelligence artificielle, il sera pénalisé sur sa performance et par le marché. Donc, il n'y a pas un danger pour la société sur l'intelligence artificielle en finance. Oui, il n'y a pas besoin de l'artificiel. Il y a peut-être une dernière question, sauf si tout a été dit. Pardon. J'arrive. Oui, vous étiez caché. Oui, bonjour. Les Américains, ils n'ont pas inventé l'intelligence artificielle comme ça. Je pense qu'ils l'ont fait pour des raisons commerciales. Est-ce que ça sera payant? Est-ce qu'il y aura des applications réservées à des professionnels qui seront payantes? Et est-ce qu'il y aura une base qui sera généralisée, qui sera gratuite? Je pense qu'on commence à le voir actuellement. On a des offres qui sont gratuites, ouvertes à tout le monde. ChatGPT numéro, je sais pas, 2, 2,5 ou 3. Donc ça sert à générer un intérêt, générer un buzz, voir l'utilisabilité et l'intérêt que ça peut avoir dans des organisations. Et puis ensuite, derrière tout ça, vous avez les versions payantes. Et puis vous avez les versions payantes, je dirais, générales. Mais on pourra très bien, et d'ailleurs, je crois que c'est l'intelligence artificielle de Google en fait, qui se structure comme cela, d'ailleurs qu'ils ouvrent en fait leur architecture à des développeurs. Pour créer des sous-intelligences artificielles adaptées à l'ensemble de l'activité humaine. Et là, c'est sans fin, potentiellement. Et donc là, oui, on peut imaginer que telle et telle grande entreprise au niveau mondial, pour revenir toujours à l'exemple que je donne, aura un assistant virtuel utilisable par tout le monde et qui intégrera l'historique, le savoir-faire, les processus, la culture de l'entreprise et qui les expliquera pas forcément aux nouveaux venus, mais qui l'expliquera aussi aux gens qui sont là depuis 10 ans et puis que depuis 10 ans ils sont la tête dans le guidon et ils participent plus à aucune réunion, ils sont dans leur domaine très spécifique et de temps en temps, quand ils auront une question à se poser, on aura de quoi trouver un process avec une réponse qui sera, entre guillemets, validée, politiquement correcte, dans l'environnement donné, mais qui contribuera à ce corpus culturel ou informationnel commun qui est une entreprise. Et ça, on peut le répliquer de façon géométrique à chaque sous-process, sous-département et également au niveau personnel des individus. Mais tout ça, ça sera sans doute payant. Oui. Il y aura tous les modèles possibles imaginables. Et on pourra avoir des assistants virtuels qui seront gratuits, mais avec des publicités. Oui, donc c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc, bien, je crois qu'on va en rester là, puisque j'ai à peu près tenu dans le temps. D'abord, la conclusion qu'avait donnée Gilles précédemment en disant que l'intelligence artificielle, c'était un mot. Et c'était un mot qui vend des mots, finalement, qui vend un autre langage. Et donc, moi, je retiens ça. Et puis, merci beaucoup. Vous nous avez quand même éclairé pour des gens comme moi assez néophytes sur le sujet. Donc, merci.